Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est important, donc la santé. Donc, on va parler des valeurs à connaître et donc des marqueurs santé. Ces vidéos, ça va être divisé en plusieurs parties. Donc là, c'est la partie 1, parce qu'il y a beaucoup de valeurs à connaître, beaucoup d'aspects santé et autres. Donc, on est obligé de, je suis obligé de diviser en plusieurs parties. Donc, en premier lieu, on va parler de la pression artérielle, donc qui se mesure avec un tensiomètre, de la glycémie à jeun, donc qui se mesure avec un glucomètre ou je fais une faute, SCG, donc c'est un système de suivi du système de contrôle en continu de la glycémie, je vais y arriver. La testo libre et la testo totale, donc fait par prise de sang, pardon. Les battements au repos, donc les battements cardiaques au repos, ça se mesure également avec un tensiomètre. Et enfin, le stradiol E2 œstrogène qui se mesure par prise de sang. Alors, touk. Hop, donc je vais tout effacer, comme ça ce sera plus simple. On va commencer par la pression artérielle. Donc pression artérielle, qu'est-ce qu'un tensiomètre? Un tensiomètre, c'est un appareil que vous mettez sur le bras, généralement, et qui va se resserrer. Vous avez ça chez les médecins en général, suivant le pays où vous habitez, qui se resserre en fait et qui va vous calculer le 6, le dia et les battements au repos qu'on parlera plus tard. Donc la pression artérielle. La pression artérielle, qu'est-ce que ça influe? Je bois un coup, faut s'hydrater avec ces chaleurs. Si vous avez une pression artérielle qui est haute, vous allez avoir différents problèmes. Donc ça apporte des problèmes au niveau des reins, au niveau même des organes en général. Mais ça apporte voilà, aux reins, au cerveau, cerveau, aux yeux, enfin aux organes, hein, vous avez compris. Parce que la pression artérielle, en fait, ça va vous faire augmenter la pression dans tout le corps, donc forcément les organes vont être impactés. Ça va dans les organes, donc tous les organes vont être impactés parce que tous les organes sont reliés. Ça augmente aussi altérer vos vaisseaux sanguins. Parce que tout ce qui relie ça, en fait, en gros, les vaisseaux sanguins, c'est un peu la route, et les organes, c'est un petit peu les distributeurs, pour imager un petit peu. Donc, ça va influer toute cette partie-là si jamais votre pression artérielle est trop haute. Qu'est-ce qui cause ça? Il y a plusieurs causes. Les anabolisants, en général. Les anabolisants, ça va impacter fortement la pression artérielle. Alors certains types d'anabolisants vont augmenter plus que d'autres. Même la testo, en général, suivant une certaine valeur, va augmenter également la pression artérielle. Le manque d'hydratation, je marque avec 2 eaux parce que c'est plus simple. Le manque d'hydratation, si vous hydratez pas assez, vous ne buvez pas assez d'eau. Je précise l'eau quand même, au cas où. Si vous buvez pas assez d'eau, vous allez avoir en fait une pression artérielle qui risque d'augmenter. Après, le manque de sommeil, mettre 3 Z, très bien. Le manque de sommeil, ça peut impacter votre pression artérielle. La diète également. La diète peut impacter si vous avez beaucoup de malbouffe. L'excès de sodium, si vous mangez beaucoup de sel, ou des plats avec beaucoup de sel dans les restaurants, beaucoup de fast-food, ou même chez vous, vous salez beaucoup. L'excès de sodium va favoriser une pression artérielle élevée. Donc du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait augmenter la pression artérielle? La rétention d'eau. Si vous faites de la rétention d'eau, pareil, généralement par le sodium, même par des dérivés, si jamais vous prenez en dehors des anabos, vous prenez d'autres choses qui vous augmentent la pression artérielle. Ça peut être des médicaments, hein, comme il y a des personnes qui réagissent mal, par exemple, aux corticoïdes, et ça leur fait de la rétention d'eau, donc ça peut augmenter la pression artérielle. Ensuite, la pression artérielle, manque de cardio. Si vous n'avez pas un cardiovasculaire, vous faites pas du cardio journalier. Alors c'est typiquement le cas des bodybuilders. Beaucoup s'entraînent, mais ne font pas de cardio. Donc ils ne courent pas, ne font pas de cardiovasculaire, ce qui impacte leur pression artérielle. Combiné aux anabos, ça aide pas du tout. Bon, après,
Je crois que j'ai fait le tour. Le surpoids, l'obésité, le surpoids, le surpoids qui soit graisseux ou musculaire, hein. Le surpoids en règle générale augmente la pression artérielle. Donc bon, voilà. Qu'est-ce que les taux optimaux? Bon, je connais pas tout par cœur, du coup je les ai notés parce que hop. Alors, bon, si vous n'allez pas la voir, si jamais je fais comme ça, on va marquer là, hop, les taux optimaux. Donc, on va marquer les taux optimaux. Donc, vous avez trois fois. Vous avez le DIA. Quand vous mesurez, vous avez différentes valeurs. Hop, vous avez le 6. Donc moi, généralement, c'est de 110 à 120 et de 60 à 80. Oh, 80, il est un peu parti. Alors, on va dire à surveiller. On va faire 2 yeux. À surveiller. Donc si jamais vous êtes à, on va dire 130, et là vous êtes à 80 plus, là c'est à surveiller quand même, parce que ça veut dire que si constamment vous avez une pression en DIA qui est à 130 et à 80 plus, faut quand même faire attention, trouver la cause et réduire au possible. Et là, le danger, le danger c'est assez simple, hein. C'est généralement cette valeur en plus, mais on va marquer quand vous êtes à 140, hop, donc 140, 140 plus, donc là en fait plus ça monte, pire c'est, et 90 plus. En fait plus ces valeurs sont élevées et plus c'est dangereux. Alors quand même un paramètre à prendre en compte, parce qu'il y a des personnes qui prennent des médicaments pour contrôler la pression artérielle et autres. Si jamais vous êtes à 140 mais par contre vous êtes à 75, là à ce moment-là il faut commencer à faire la moyenne des deux. C'est rare, mais j'ai déjà vu des cas. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui étaient à 110 et à 80 ou à 140 et à 70. Et en fait, il faut faire la moyenne des deux parce qu'à côté, ils prennent des médicaments. Et quand en fait, on prend des médicaments, on a des valeurs qui sont erronées. Donc la personne est en bonne santé, même s'il y a une pression qui normalement est élevée. Mais en fait, c'est un petit peu la moyenne des deux qu'il faut comptabiliser. Donc voilà, si vous êtes sous médication ou autre, telmisartan, nebivolol, etc., faire attention à ces valeurs-là. Donc voilà, ça c'est pour la pression artérielle. Hop. Bon, la glycémie à jeun. Donc la glycémie à jeun, elle se mesure de différentes formes. Soit vous avez un glucomètre, donc un appareil en fait où vous piquez le doigt et qui va vous donner le taux de glycémie donc à l'instant T. Ou alors vous avez le système continu de glucose. Donc c'est un système. Alors généralement, après il y en a peut-être maintenant des nouveaux systèmes parce que c'est assez récent. Soit vous avez un patch que vous mettez sur vous et qui fait un contrôle en fait tout au long de la journée. Donc en fait c'est plus, à la place d'avoir à un seul moment de la journée votre glucose, vous l'avez tout au long de la journée. Donc en fait ça vous permet un suivi plus linéaire. Ou alors en fait vous mettez une puce sous la peau et cette puce va vous envoyer par exemple sur votre téléphone votre glucose, une alerte, et vous avez un suivi en temps réel et journalier, de hebdomadaire, enfin peu importe, de votre glucose. Donc ça peut être intéressant. Voilà, après très sincèrement, même si vous faites que avec le glucomètre normal, une fois par semaine, c'est déjà mieux que rien du tout. Vous n'avez pas besoin d'avoir voilà, une puce sur vous pour l'avoir en temps réel, sauf si vous avez des problèmes. Voilà, il faut faire attention. Tac, encore boire un coup. Alors la glycémie à jeun, qu'est-ce que ça contrôle? La glycémie à jeun, ça contrôle le glucose dans le sang, donc quand vous consommez des glucides, et le sucre dans le sang. C'est-à-dire ça va distribuer en fait vos aliments, donc les glucides, et le taux de sucre qui traverse dans le sang. Donc si je fais tout tomber, ça va pas le faire. Donc du coup c'est très important, c'est très important, car c'est ça en fait qui va un peu dispatcher votre carburant, on va dire, du véhicule. Donc si jamais vous avez une mauvaise glycémie, qu'est-ce qui se passe? Gain de gras, donc
marqué plus fat, vous avez un gain de gras parce qu'en fait, il va distribuer au mauvais endroit. Donc, il va vouloir stocker en gras à la place de vous l'envoyer dans les muscles, par exemple. Dans les organes, dans les muscles et tout, il va un peu dispatcher mal, entre guillemets. Donc, vous avez forcément un gain de gras. Vous avez... on va faire moins muscle. Vous avez une croissance musculaire qui est ralentie. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la place, comme je vous le disais, à la place d'envoyer dans les muscles, il va vouloir stocker en gras. Donc vous entraînez, à la place que votre muscle soit alimenté, bah il sera pas alimenté. Donc ça, c'est pas top de ce niveau-là. Vous avez un manque d'énergie. Faire des piles. Ouais, une espèce de pile. Non, vous avez un manque d'énergie donc au long de la journée. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des pics de glycémie et vous allez être fatigué dans la journée. Vous avez un petit peu des coups de mou. Voilà. Vous avez un petit peu des coups de mou. Et puis la répartition des aliments qui est mal faite en soi. Hein, ça, bon, ça c'est si vous avez une mauvaise route, la voiture, elle va forcément aller pas très bien. Bah là, c'est pareil. Les aliments, en fait, ils vont mal être conduits. Donc, vous avez une mauvaise répartition des nutriments. Je parle pas des aliments, je parle des nutriments. Donc, les taux à connaître. Donc, les taux, le taux optimal. Le taux optimal, c'est de 75 à... Bon, vous avez compris, 75 à 90 donc, milligrammes par décilitre. Par décilitre. À surveiller, c'est de faire des lunettes. Bon, on dirait plus autre chose, mais voilà. À peu près donc 90 à 100. Donc généralement, ça peut être normal. Il y a des personnes qui sont souvent sur ce taux de glycémie. Donc là, c'est pareil. Et en danger, donc à faire très attention. Hop, c'est quand, pareil, quand vous avez des valeurs qui sont au-dessus. Donc généralement, c'est 100 à 125 plus. Là, vous avez un réel danger. Donc à surveiller forcément. Parce que si vous êtes sur des taux comme ça, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui va pas, soit votre diète, soit un manque de cardio, soit il y a un facteur qui fait que après c'est pas normal d'être sur des taux de glycémie comme ça. Bon, désolé pour la boisson, mais avec les chaleurs, compliqué. Qu'est-ce qui pourrait causer ça? Il faut quand même voir les causes. Sur les causes, vous pouvez avoir différents facteurs. Sur la glycémie à jeun qui pourrait causer ça. Généralement, ça peut être un bulking extrême, un bulking agressif. Qu'est-ce qu'un bulking agressif? Des personnes qui commencent à manger beaucoup, ou donc beaucoup d'un coup, ou alors à mal manger. Il y a des personnes qui disent ah, je suis en hors saison, donc je mange beaucoup. Et en fait, ça va faire augmenter la glycémie. Donc de manger, soit des personnes qui mangent n'importe quoi, des glaces, des gâteaux, des machins, enfin des fast-food, peu importe, en pensant que ça va tout aller dans le muscle. Ou alors des personnes qui passent au double des calories, par exemple. Au double des calories, même si en pensant, voilà, moi je mangeais 500 grammes de riz, demain je passe à 1 kg parce que je suis en bulking. Ouais, mais du coup, le corps il va moyennement aimer. Voilà. Le premier jour ça va, après le reste du temps, ouais, même comme ça, l'estomac non plus, je pense, va moyennement élevé. Après, qu'est-ce qui va aussi influencer un taux de gras élevé? Donc si vous avez un body fat élevé, vous avez un taux de gras élevé, forcément la glucose va interférer. Donc au plus vous êtes maigre, au plus vous avez un taux de gras bas, au moins vous aurez une glycémie élevée. Ensuite, utilisation de GH. Donc la GH influe également. Alors ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend de l'administration, ça dépend du dosage surtout. Mais en général, sur le long terme, sur des hautes doses, la GH influe sur la glycémie. Donc c'est à faire attention. Et un excès de glucides, bon après ça rejoint un peu le bulking, un excès de glucides, si vous mangez beaucoup de carbs, donc beaucoup de glucides, vous allez avoir forcément des problèmes de glycémie. Enfin, du moins, ça peut être l'une des causes.
Je dis pas que c'est la cause, mais ça peut être une des causes. Puis après, vous pouvez aussi prendre des médicaments qui peuvent influencer là-dessus. Donc voilà. Ensuite, testo libre, testo total. Et total. Donc ça c'est facile, ça se lit par prise de sang. Faites une analyse de sang. Vous demandez testo libre et testo total. Donc vous avez les valeurs. Donc jusqu'à là, il y a rien à savoir. Alors la testo totale, c'est quoi? La totale, testo total, testo libre, parce qu'il y a quand même une différence. Comment vous le... En gros, la totale, c'est combien circule dans le sang. Voilà, combien circule dans le corps. Et là, c'est combien est assimilé. Alors, c'est pas pareil. Je vais vous faire une explication assez simple. Assez simple. Imaginons une personne qui s'entraîne et qui prend de la testostérone exogène. Qui a de la masse musculaire, mais pas non plus excessive, on va dire. Donc, s'il a un peu de masse musculaire, et cette personne-là prend, par exemple, je dis une bêtise, hein, attention, hein, c'est du numéro qui prend 1 gramme de testostérone, ce qui est déjà énorme. Peut-être que dans la testo libre assimilée, il va peut-être en assimiler que 250. Une autre personne qui est déjà qui s'entraîne depuis 10 ans, qui a déjà un bon volume musculaire, mais qui prend 400. Et ben peut-être qu'en assimilé, il aura 350. En fait, c'est ça, il y a ce qui circule dans le corps et ce qui est réellement assimilé. C'est pas plus on monte en valeur, plus on assimile. Même si on assimile, arrivé à un certain stade, en fait, il n'y a pas assez de masse musculaire pour réceptionner. Donc voilà, pour quelqu'un qui prend rien du tout, c'est donc votre taux naturel, total qui circule, combien vous assimilez. Il y a des choses qui peuvent ralentir, mais voilà. J'ai imagé en fait avec la testo exogène et la masse musculaire pour que vous compreniez que ce soit un petit peu plus simple. Donc, pour les meilleurs taux, alors là, ça dépend. Dans chaque pays, ils ont des taux qui sont propres au pays. Donc, si vous êtes une personne, on va dire, naturelle, il faut que vous soyez sur la fourchette à plus de la moitié, plus de 50%, haute. Donc, c'est-à-dire que imaginons, là, par exemple, c'est sur 100, il faut que vous soyez à plus 50. Donc à plus de la moitié de la valeur haute. Pour quelqu'un qui est en TRT, il faut que vous soyez à plus du quart, donc à plus de 75% de la valeur haute. Donc c'est-à-dire que sur 100, il faut que vous soyez à plus de 75. Créant mal. Et enfin, pour quelqu'un qui est en cure ou en blast, donc lui, il faut qu'il soit à plus de 100%. C'est-à-dire... y arriver, hop, hop, hop. Donc, c'est-à-dire que sur 100, il faut qu'il soit à plus de 100. Donc, 100 plus. C'est-à-dire que généralement, quand vous faites une prise de sang, si vous ne le demandez pas d'avoir au-delà de la valeur maximale, ça va vous afficher, par exemple, 1500. Et ben en fait, ça va afficher 1500 plus, et en fait, tu n'arrives pas à lire. C'est-à-dire qu'il faut demander un calcul spécifique. Si vous êtes à 8000, que la machine est bloquée à 1500, bah en fait, sur votre analyse sanguine, ça va être 1500 plus, mais en fait, ils n'ont pas pu détecter à combien vous étiez. Donc voilà, donc pour quelqu'un de naturel, c'est plus de 50% de la valeur. En TRT, plus de 75%. Et en cure blast, peu importe, c'est plus de 100%, c'est au-delà de la limite maximale. Voilà, donc ça, c'est les valeurs à atteindre. Bien faire attention au total et au libre, parce que forcément, il y a des personnes qui se chargent énormément, qui ont plein de problèmes. Acné, problème de libido, problème de perte de cheveux, dû au DHT élevé, X problèmes, dû en fait à des surdosages, que ce soit de testo ou d'autres choses d'ailleurs. Mais sur la testo, c'est important, parce que c'est pas parce que vous tapez 1, 2, 3 grammes que vous allez être plus musclé. Ça, c'est parce que si vous assimilez que 10%, ça sert à rien. En plus de jeter de l'argent par les fenêtres, vous abîmez votre santé. C'est un petit aparté. Hop. Et alors, c'était quoi l'autre Parce que forcément, moi, je me perds aussi.
Touf touf. Ah oui. Donc le cœur au repos ou battement au repos. Donc les battements cardiaques au repos. Battements au repos. Alors les battements cardiaques au repos, ça dépend du sport aussi. Alors je vais vous prendre un exemple. Tous ceux qui font des marathons par exemple, ils ont un battement cardiaque au repos qui est extrêmement bas, mais quand ils font un effort qui est extrêmement haut. Les cyclistes, les choses comme ça. Les sports comme ça. Donc les battements au repos, ça dépend du sport et ça dépend de l'activité physique que vous faites. C'est pas une vérité absolue. Donc bien faire attention à ça. Il y a des personnes qui ont un battement au repos vachement bas. Par contre, quand ils font de l'effort, qui est vachement haut. Bien prendre ça en considération. Bon, alors, si vous avez des valeurs élevées au repos, donc valeur plus, à quoi c'est dû? Ça peut être dû à diverses choses, donc manque d'H2O, donc manque d'hydratation, ça va influencer sur votre battement au repos. Un manque de sommeil. Après, ça se répète un petit peu par rapport aux autres choses, mais l'hydratation et le sommeil, c'est quand même deux facteurs qui sont très très importants. Ça peut être un stress, donc le stress élevé. Généralement, vous êtes stressé par des choses. Une inflammation. Bon, inflammation, voilà. Une inflammation en général de l'organisme. Quand vous êtes inflammé, en fait, vous allez aussi avoir des battements élevés. Apnée du sommeil. Qu'est-ce que l'apnée du sommeil? L'apnée du sommeil, c'est quand vous cessez de respirer, en fait, quand vous dormez. Quand vous arrêtez de respirer quand vous dormez, et votre corps, en fait, va se mettre en stress, entre guillemets. Donc vous avez des coupures, en fait, dans la nuit. Beaucoup de personnes ont de l'apnée du sommeil sans même le savoir. Et c'est pour ça que le matin sont fatigués et autres. Donc ça, à faire attention par rapport à l'apnée du sommeil. Excès de stimulants. Alors, stimulants, qu'est-ce que des stimulants? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas forcément ce que c'est des stimulants. La caféine est un stimulant. La théine est un stimulant. L'abus de ces... Et en plus, la caféine est vasoconstricteur, donc resserre les vaisseaux. L'abus de caféine ou même de théine à très haute dose, la théine, en fait, ça se diffuse sur une longue durée. Ça se diffuse sur 6 heures, par exemple, et le café sur 2 heures en moyenne. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que ça peut influencer. Pour tous ceux qui prennent des anabos, les hormones thyroïdiennes, Clenbuterol, Albu, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Éphédrine, en stimulant naturel. La synéphrine, qui est en partie légale. Tout ça sont des stimulants qui vont influencer. Donc voilà. Les stimulants à éviter ou à faire des pauses. Même la caféine, si vous arrêtez pendant 2 semaines de prendre de la caféine et vous reprenez, vous sentirez plus ces effets de connectivité, donc comment on peut dire, de réflexion, voilà, de réflexion, donc l'effet cognitif plus accentué, et l'effet de pump, enfin d'énergie. Alors, et on passe sur le dernier que j'ai oublié ce que c'était. Estradiol O2. Allez hop. Donc les E2. Estradiol. Qu'est-ce que cette machine? Les œstradiols, les œstrogènes, c'est ce que produit la femme en grande quantité. Et nous, les hommes, en fait, on produit de la testostérone. Les femmes produisent des œstrogènes. Voilà, donc c'est un petit peu la base. Cependant, pour une femme, il lui faut un minimum de testostérone, enfin une moyenne de testostérone. Et un homme, il lui faut une moyenne d'œstradiol. Voilà, pour un petit peu que vous compreniez les deux. À quoi ça sert? Donc l'utilité. Ça sert pour la libido. Ça sert pour l'humeur. Voilà, je vais y arriver. Pour l'humeur. Ça sert également pour lubrifier les articulations. Donc lubrifier les articulations. Pas avoir des douleurs articulaires, des choses comme ça. Ensuite, la récupération, donc l'énergie. Et remplir les muscles, parce qu'en fait ça envoie tout le glycogène, etc.
Donc en gros, comment on peut mettre ça, remplir le muscle. J'ai pas de mots là qui me vient à la tête, à l'esprit. Vraiment remplir le. Alors, si jamais si jamais les E2 sont très hauts, donc sur une valeur élevée, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque de la rétention d'eau. Donc dans les muscles, forcément, mais en général, donc c'est pas top. Ça apporte une faible libido. Ça apporte en même temps un changement d'humeur. Changement rapide d'humeur, vous êtes content, pas content. Bon, changement d'humeur, hein, je raccourcis. Changement d'humeur comme ça du rien, en fait, ça arrive parfois chez les femmes, justement, parce qu'elles ont des E2 qui sont élevés. Vous avez dû voir ça, généralement, quand il y a l'époque de menstruation, pardon, ou d'accouchement autre, quand en fait il y a des grosses variations des E2, vous voyez des changements d'humeur sur le comportement, en fait c'est dû à ça, en fait, à des E2 qui sont élevés. Une sensibilité mammaire, moi je vais arrêter d'écrire parce que j'ai plus de place. Une sensibilité mammaire, vous avez les tétons plus sensibles, et une pression artérielle qui est plus élevée. Bon, en partie dû à la rétention d'eau également, mais quand vous avez les E2 élevés, vous avez la pression artérielle qui est augmentée. Donc voilà, PA+, et sensibilité donc des... je vais devoir effacer. Si vous avez des E2 faibles, parce que en fait il faut être dans la moyenne des deux, hein. Si vous avez trop haut, ça provoque ça. Si vous avez trop bas, ça va provoquer... alors c'est un peu compliqué parfois à détecter, mais bon. Les articulations, elles vont être sèches. C'est-à-dire que vous avez tout ce qui est articulaire, ça va s'assécher. Donc par exemple, quand vous vous entraînez, vous avez un risque de blessure, vous avez plus de douleur au niveau du coude, des épaules, etc. Parce que toutes vos articulations vont être plus sèches. Bon, la libido moins aussi, hein. Ça change pas. Ça, c'est forcément, que ce soit élevé ou pas élevé. Alors, vous n'avez pas de changement d'humeur, vous êtes de mauvaise humeur. Je vais marquer greu. Du coup, vous êtes de mauvaise humeur. Vous n'avez pas cette variation d'humeur, content, pas content. Non, vous êtes tout le temps pas content, en fait, de mauvaise humeur. Qu'est-ce que ça empire le cholestérol. Donc le cholestérol, moins, ça empire le cholestérol, donc voilà. Et puis pareil, niveau énergie, vous êtes sans pile, hein. Vous avez plus d'énergie du tout. Alors, pour l'optimal, les taux optimales, c'est généralement, alors moi en général, je vais vous expliquer, en général c'est du 20 à 40 picogrammes par ml. Voilà, donc en général, la valeur optimale c'est du 20 à 40 picogrammes par millilitre. Donc vous avez cette valeur-là, c'est entre 20 à 40, c'est ce qui est au top. Si vous êtes en dessous de 20, si vous êtes dans la tranche faible, si vous êtes au-dessus de 40, dans la valeur haute. Donc ça apporte les problèmes qu'on a cités au préalable. Alors moi, personnellement, j'ai un ratio. Donc c'est la testo divisée par les E2. Et cette valeur-là doit vous donner entre 15 à 25. 15 à 25. Voilà, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des personnes qui forcément prennent de la testo et le taux de testo n'est pas le même. Donc si votre taux de testo, vous le divisez par le taux de 2, vous devez taper entre 15 à 25. Ça, c'est plus précis et vous êtes sûr d'avoir ça. Pourquoi? Parce que si vous calculez comme ça, imaginons vous êtes déjà à 36 ou 37, et ben peut-être que si vous faites le ratio, là vous êtes dans les choux déjà. Et si vous êtes dans les choux, vous êtes déjà dans une valeur haute.
Alors, donc moi, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué sur les athlètes, etc. Sur toutes les personnes que je suis, c'est mieux vaut, enfin pour moi, mieux vaut ce ratio-là, pour quelqu'un qui prend de l'exogène, que ça. Ça, c'est plus, je vais dire, pour des personnes naturelles. Le ratio, vous pouvez aussi le faire en naturel, pardon, vous êtes censé tomber sur ces taux-là. Hein. Parce que forcément, vous avez un taux testo plus bas, mais vous avez des O2 qui sont plus bas également. Donc vous êtes censé avoir un ratio cohérent, du moins sur cette base-là. Donc voilà. Donc c'est terminé pour cette partie 1 qui m'a paru assez longue. Hop, on se retrouvera pour la partie 2 très prochainement. Et je vous dis à bientôt.